Entre les ondes émises par l'antenne relais d'un côté et celles émises par mon téléphone au moment où je suis en train de m'en servir, en termes de nature de l'onde, c'est vraiment tout à fait la même chose. En termes d'intensité de l'énergie reçue par ces deux types d'ondes, c'est vraiment une différence absolument phénoménale. Globalement, on peut dire que téléphoner pendant 10 minutes représente une exposition équivalente, cumulée sur l'ensemble de la durée, de 15 jours d'exposition à l'antenne relais qui fonctionne pourtant continuellement. Donc vous voyez qu'on est dans des registres de 1000 à 10 000 fois plus bas pour l'onde que je reçois, l'énergie de l'onde que je reçois de l'antenne relais qui se trouve à 100 mètres, 50 mètres ou 300 mètres à côté, par rapport à mon usage du téléphone dans des conditions de bonne réception. Si j'utilise mon téléphone dans les médiocres conditions de réception, on explose encore 100 fois plus. Un grand nombre de personnes, un grand nombre, de l'ordre de 20, 30, parfois 40% des personnes disent souffrir de la présence de l'antenne relais, du poste Wi-Fi ou d'autres types d'appareils émetteurs d'ondes. C'est une situation réelle. Ces personnes sont mal, se sentent mal. Elles sont anxieuses, elles ont des palpitations, elles ont du mal à dormir, elles ont des maux de tête. Ces personnes souffrent. C'est une réalité de leur perception. Maintenant, ce n'est pas l'antenne relais qui est responsable de cela, sauf l'existence de l'antenne relais comme objet physique qu'on est capable de voir. Mais même une antenne relais qui n'émet pas produira les mêmes effets sur ces personnes anxieuses qui ont peur du fait de cette controverse, du fait de ces allégations, parfois utilisant de l'amalgame à tour de bras, leur font croire, leur font penser que c'est susceptible d'induire chez eux des effets sanitaires. Pour le téléphone portable, on est dans un autre registre, je le disais tout à l'heure, en termes d'intensité de l'énergie reçue de l'onde émise par le téléphone, c'est 1000, 10 000, parfois dans les mauvaises conditions de réception, 100 000 fois plus élevé que ce que l'on reçoit de l'antenne. Et là, les études sont extrêmement nombreuses. D'ailleurs, c'est justifié, c'est vraiment là que s'il y a quelque chose à montrer, on le montrera. Et des choses commencent à être montrées. Y compris des effets sanitaires sérieux, préoccupants, non encore complètement confirmés par plusieurs études indépendantes qui permettraient d'être totalement assurés les propos, mais je faisais allusion tout à l'heure à une étude espagnole d'excellente qualité, qui est un modèle expérimental chez le rat, où on a pu montrer que l'exposition à des champs de l'intensité du téléphone mobile chez les rats sensibilisés à produire un phénomène de type épileptique, cette exposition supplémentaire au champ augmentait la sensibilité du rat. Donc si c'est vrai, si c'est confirmé dans d'autres modèles expérimentaux, eh bien c'est très préoccupant pour une fraction de la population qui a une sensibilité particulière. Donc vraiment c'est une priorité en termes de recherche. Le type les cancers, vraiment, c'est le domaine dans lequel il y a eu le plus grand nombre d'études. Je parlais des études expérimentales chez l'animal, qui sont rassurantes à cet égard. Mais les études épidémiologiques, donc chez l'homme, dont le grand programme international Interphone, certains résultats ont commencé à être publiés dans la littérature depuis maintenant 3-4 ans, sont suggestifs pour certains d'une association pour une utilisation de longue durée, supérieure à 10 ans, ou dans des mauvaises conditions de réception. C'est l'étude israélienne où, en milieu rural, plus qu'en milieu urbain, il y avait des associations qui se dessinaient pour certaines formes de tumeurs. Ce n'est pas démontré encore, mais c'est suffisamment suggestif pour qu'on se dise, attention là, il faut sans doute en tirer dès maintenant des conséquences, et c'est là pleinement qu'on rentre dans le principe de précaution. La difficulté pour tirer les enseignements en termes de que faire pour maîtriser s'il est réel ce risque, tient au fait qu'on ne sait pas, au fond, quel est le mécanisme en cause. Est-ce que c'est une exposition moyenne mais une très longue durée? Est-ce que c'est des expositions plus élevées mais répétées? Est-ce que ce sont des pointes d'exposition? Parce que quand on engage une communication téléphonique, c'est à ce moment-là, au moment du début de cette communication, qu'il y a une pointe d'exposition, puis ensuite, par un système d'ajustement automatique, le niveau de champ reçu devient très très faible. Nous ne savons pas si c'est la moyenne sur une longue durée, si c'est la répétition de pointes, même brève. Ça fait partie de travaux qui méritent, qui doivent être conduits. Les comités d'experts qui ont été sollicités sur ce sujet préconisent que s'il s'agit de faire des communications de très longue durée, comme de plus en plus de personnes le font actuellement, utiliser son kit oreillette,
relève de la prudence. Lorsqu'on est amené à faire une communication dans des mauvaises conditions de réception, par exemple un endroit où on a 2-3 barrettes sur son téléphone mobile, ou lorsqu'on est en déplacement dans le train, je passe ma vie dans le train et jamais dans le train je n'utiliserai un téléphone sans avoir mon kit oreillette, parce que je sais que la distance opérée entre mon téléphone et mon cerveau, grâce que ce soit un kit filaire ou bien le Bluetooth, permet de réduire d'un facteur facilement 10, parfois plus, le rayonnement. Actuellement, la littérature scientifique, encore une fois, continue de faire l'objet, non pas de controverses, mais de débats entre les scientifiques eux-mêmes. Le meilleur exemple en est justement la difficulté avec laquelle les experts eux-mêmes ont à produire la synthèse de cette publication interphone. Et donc, il revient aux différentes autorités politiques, et si possible, dans un contexte harmonisé européen, s'agissant des pays de l'Union, d'en tirer les conséquences. Pour l'instant, les experts disent « rien n'est démontré ». Les normes actuelles suffisent, en l'état des connaissances, pour maîtriser correctement le risque. S'agissant des antennes, je l'ai dit, il n'y a pas de risque. S'agissant du téléphone, il y a peut-être un risque, mais les valeurs actuelles sont suffisantes pour le limiter à un niveau très faible. Je fais le pari, personnellement, que lorsque Interphone sortira et lorsqu'on fera la synthèse de tous ces travaux, l'OMS, cette fois-ci le Centre international de recherche sur le cancer, attend ces publications pour produire un nouveau rapport d'actualisation de un document qu'on appelle Environmental Health Criteria, c'est-à-dire une synthèse des données sur les champs électromagnétiques radiofréquences. Je fais le pari qu'à ce moment-là, on proposera sans doute des valeurs pour les téléphones, peut-être même pour les antennes, un peu plus basses que les valeurs actuelles. Mais pour les antennes, c'est parce qu'on saura technologiquement obtenir des communications à moindre niveau d'exposition, mais ce n'est pas pour des effets sanitaires. En ce qui concerne l'information des utilisateurs des téléphones, je pense qu'elle peut être grandement améliorée. D'abord, elle peut être grandement améliorée par le simple fait de rendre beaucoup plus lisibles les performances en termes d'efficacité du téléphone. Vous savez qu'il y a un indicateur qu'on appelle le débit d'absorption spécifique, que les Anglais appellent le SAR, donc DAS ou SAR, qui permet de mesurer le champ reçu dans les conditions standards de communication lorsque nous sommes au téléphone. Acheter le téléphone qui a l'affichage du DAS le plus faible possible, c'est une bonne chose, sauf que c'est parfois compliqué. Il est dans une étiquette, dans un document écrit en petit. Les grands opérateurs aujourd'hui affichent le DAS sur leurs documents. Il faudrait que ce soit affiché sur l'étiquette du produit lorsqu'on se balade dans le magasin. Les vendeurs plus divers, non pas les trois grands opérateurs, ne sont pas tenus de le faire, ne le font pas. Le plus souvent, une loi devrait être passée, ou un décret, peu importe la forme, qui rende obligatoire un affichage clair, transparent du débit d'absorption spécifique, de telle sorte que le consommateur soit bien informé. Et puis, je pense que des informations, bien sûr, d'origine indépendante, du ministère de la Santé, sur l'état des connaissances et les risques potentiels, ainsi que les conseils d'utilisation intelligente. Autre point, je crois que, s'agissant des enfants, il y a la question des adolescents. Essayer d'enlever un téléphone mobile d'un adolescent, j'ai essayé, j'ai pas réussi pour les deux miens. Mais un enfant ne doit pas être un utilisateur d'un téléphone mobile en l'état actuel de nos connaissances. Je parle d'enfants de 7, 8, 9 ans. Et encore moins, évidemment, c'est une hérésie de produire et de mettre sur le marché des appareils destinés à des 3-4 ans. Ils sont dans une phase de développement de leur système nerveux central. Nous n'en savons pas beaucoup, mais nous en savons assez pour dire c'est pas bien, c'est probablement quelque chose qui induirait des risques pour eux. Donc ne pas utiliser, j'invite les parents à ne pas donner sous forme d'un cadeau un téléphone à leur enfant, ça peut les sécuriser, de sentir leur enfant toujours très proche d'eux via cet appareil, mais en réalité, potentiellement, ils occasionnent un risque dont on pourrait mesurer les effets beaucoup plus tard. Ce n'est pas une chose à faire. À partir de quel degré de doute doit-on traduire cela en termes de décision publique, réglementaire,
impôts, taxes ou informations tout simplement, ou normes techniques. Ça c'est évidemment une appréciation d'ordre politique. Cette interprétation des données scientifiques incertaines en termes de principe de précaution, c'est de la responsabilité, bien entendu, du politique. Et les scientifiques, les experts ne sont là que dire « voilà l'état de la science ». Voilà l'état de la science. Donc j'ai insisté sur le fait que s'agissant du téléphone mobile, il est vraisemblable que l'état des connaissances présentes justifie un abaissement des niveaux d'exposition lors de l'utilisation du téléphone, ou en tout cas le renforcement considérable de l'information du public, de telle sorte qu'on en fasse un usage intelligent, prudent de cet objet. Pour ce qui concerne les antennes relais ou les autres techniques Wi-Fi à domicile, au travail ou dans notre environnement, les normes actuelles paraissent raisonnablement prudentes, mais si les progrès technologiques permettent d'abaisser encore les niveaux, pourquoi pas. Améliorer les recherches, traduire celles-ci en termes de décision publique, et je pense que l'information des utilisateurs de téléphone, c'est la priorité en la matière. En ce qui concerne le développement de nouvelles technologies, je crois qu'il est très important que les industriels, dont certains tirent un très grand bénéfice, y compris financier, à la mise sur le marché de ces appareils qui rencontrent un extraordinaire succès, c'est tellement pratique, soient également tenus par différents moyens, mais vraiment tenus, pas simplement à votre bon cœur, de financer cet effort de recherche dans des conditions qui assurent la totale indépendance de l'esprit scientifique, de la conception des projets, de leur conduite et de leur interprétation et publication. Les pouvoirs publics ont décidé de lancer un Grenelle. Alors, on fait des Grenelles sur beaucoup de sujets. Le succès important du Grenelle de l'environnement est un excellent exemple. Un Grenelle des toits ou un Grenelle des antennes ou de la téléphonie mobile plus généralement. Alors tout dépend de ce qu'on attend de ce Grenelle. Si on attend de ce Grenelle où toute la société civile sera présente, qu'elle dise voilà la science, je dis non. Ce n'est pas le boulot d'un Grenelle et de la société civile de dire voilà l'état de la science. C'est le boulot des scientifiques, des experts, qui seuls ont les clés pour comprendre, critiquer la production scientifique, interpréter ses résultats en termes de voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà les domaines d'incertitude. Si c'est pour dire à partir de ce socle de connaissances et de consensus, j'insiste, tous les comités d'experts fonctionnant dans des règles de transparence, de collégialité, produisent les mêmes résultats. Dans le monde entier, tous les comités d'experts, alors vous aurez un scientifique indépendant qui dira autre chose, mais quand on rassemble des comités d'experts dans les règles de l'art, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expertise en sécurité sanitaire, on a toujours les mêmes types de conclusions sur la téléphonie mobile, que ce soit l'antenne ou que ce soit le téléphone respectif. Eh bien, s'appuyant sur ce socle consensuel de la communauté scientifique sur ces sujets-là, après que principe de précaution et les mesures justement à prendre soient délibérées par la société civile et ensuite arbitrées par les pouvoirs publics, c'est ça la démocratie et ce sont les règles normales de fonctionnement d'une société civile.